L'argent ne disparaît presque jamais d'un seul coup. C'est justement ce qui rend le phénomène difficile à remarquer. Il ne donne pas l'impression de s'échapper. Il ressemble à la vie quotidienne. Une dépense ici, une autre là, un petit plaisir, une commodité, un paiement que l'on reporte, puis un autre. Pris séparément, rien ne semble alarmant. Mais lorsque toutes ces décisions s'accumulent, le résultat peut être considérable. C'est là que beaucoup de personnes se trompent lorsqu'elles réfléchissent à leurs finances. Elles regardent principalement ce qui entre. Elles cherchent un salaire plus élevé, un meilleur poste, une nouvelle source de revenus, une augmentation. Elles pensent que leur situation financière changera lorsque leurs revenus augmenteront suffisamment. Mais si l'argent supplémentaire arrive dans une organisation financière qui laisse déjà fuir une grande partie de ce qu'elle reçoit, le problème ne disparaît pas. Imagine un récipient percé. Tu peux augmenter la quantité d'eau que tu verses dedans, mais si tu ne t'occupes jamais des trous, l'eau continuera de s'échapper. Tu auras simplement davantage d'eau qui disparaît. Avec l'argent, c'est exactement le même principe. Gagner davantage peut être utile, mais savoir conserver une partie de ce que l'on gagne est une compétence complètement différente. La véritable question n'est donc pas seulement « combien est-ce que je gagne ?» Elle est aussi « quelle partie de ce que je gagne parvient réellement à rester entre mes mains ?» C'est dans cet écart entre les revenus et les dépenses que commence l'accumulation. Tu peux avoir un revenu confortable et malgré tout terminer les années avec très peu d'épargne si chaque augmentation de revenus est immédiatement absorbée par de nouvelles habitudes de consommation. Et c'est précisément ce qui rend certaines fuites financières aussi dangereuses. Elles sont suffisamment petites pour ne pas provoquer d'alarme, mais suffisamment répétées pour finir par peser lourd. La première étape n'est donc pas forcément de gagner plus, c'est de regarder avec précision ce qui entre, ce qui sort, ce qui revient chaque mois, ce qui semble insignifiant mais se répète constamment. Parce qu'une dépense que tu observes peut être remise en question. Une dépense que tu ne regardes jamais devient simplement une habitude. Et une habitude financière peut continuer pendant des années sans que tu prennes réellement conscience de son coût. La bonne nouvelle, c'est qu'une fuite peut être corrigée. Pas nécessairement en bouleversant toute sa vie en une journée, mais en identifiant progressivement les endroits où l'argent disparaît inutilement. Lorsque ces fuites diminuent, quelque chose change. Le même revenu qui semblait toujours insuffisant commence enfin à laisser une trace. Tu n'as pas toujours besoin de gagner davantage pour améliorer ta situation. Parfois, le premier progrès consiste simplement à empêcher l'argent que tu gagnes déjà de disparaître sans décision consciente. 1. Les petites dépenses qui deviennent énormes. L'une des premières fuites est aussi l'une des plus faciles à ignorer. Les petites dépenses répétées. Un café pris machinalement. Un déjeuner acheté parce qu'aucune organisation n'avait été prévue. Une petite commande pour gagner quelques minutes. Un achat de confort que l'on considère trop insignifiant pour mériter une réflexion. Individuellement, ces dépenses semblent presque ridicules. C'est justement leur force. Lorsqu'un achat représente une somme importante, tu prends généralement davantage de temps pour réfléchir. Tu compares, tu hésites, tu examines les conséquences. Mais lorsqu'il s'agit de quelques euros, la vigilance baisse. On se dit, ce n'est pas grand-chose. Et peut-être que cette dépense, prise seule, n'est effectivement pas importante. Le problème apparaît lorsque cette même logique se répète encore et encore. Prenons simplement l'exemple de $10 dépensés chaque jour sans véritable réflexion. Sur une année, cela représente $3 650. Sur 10 ans, $36 500. Ce qui semblait être une série de petites décisions insignifiantes devient alors une somme considérable. Et le plus frappant, c'est que ces dépenses ne correspondent pas nécessairement à quelque chose dont on se souvient longtemps. Elles n'ont pas forcément financé un projet important. Elles n'ont pas forcément créé une amélioration durable de notre situation. Elles ont simplement été consommées, une petite partie après l'autre. Voilà pourquoi il faut se méfier de l'argument. Ce n'est qu'une petite dépense. Une petite dépense ponctuelle n'est pas nécessairement un problème. Une petite dépense répétée automatiquement peut en devenir un.
Il existe une différence fondamentale entre acheter quelque chose que l'on a choisi et dépenser parce que l'on fonctionne en pilote automatique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer tous les petits plaisirs. Le problème n'est pas nécessairement le café. Le problème, c'est de ne plus savoir pourquoi on achète ce café. Si tu le prends parce que tu l'as réellement choisi et que tu considères que cette dépense correspond à tes priorités, tu prends une décision. Mais si ta main va systématiquement chercher ton portefeuille sans même que tu te poses la question, ce n'est plus vraiment une décision. C'est devenu un automatisme. Et les automatismes financiers sont puissants parce qu'ils contournent souvent la réflexion. Commence donc par une question très simple. Est-ce que je dépense cet argent volontairement ou est-ce simplement devenu une habitude? Cette question peut sembler banale. Pourtant, elle permet déjà de rendre visibles certaines fuites qui étaient devenues normales. 2. Les intérêts qui travaillent contre toi. Une autre fuite peut être beaucoup plus coûteuse. Les intérêts que tu verses lorsque tu empruntes de l'argent. Une dette n'est pas seulement une somme que tu dois rembourser. Elle peut également créer un coût supplémentaire qui continue de s'accumuler pendant que tu essaies de retrouver ta marge de manœuvre. Une carte de crédit utilisée sans être remboursée intégralement. Un emprunt contracté pour une dépense qui aurait pu attendre. Un achat consommé immédiatement mais payé progressivement. Dans toutes ces situations, l'argent ne sert plus uniquement à acheter quelque chose. Une partie de tes revenus futurs est déjà engagée pour financer une décision passée. C'est là que les intérêts deviennent particulièrement importants. Ils peuvent fonctionner dans deux directions. D'un côté, lorsque ton argent est placé dans quelque chose qui produit des intérêts, ceux-ci peuvent contribuer progressivement à faire grandir ton capital. De l'autre, lorsque tu dois payer des intérêts, ils réduisent progressivement la quantité d'argent qui reste réellement disponible pour toi. Autrement dit, la question n'est pas seulement « combien coûte cet achat aujourd'hui ?» Il faut aussi se demander « combien cette décision va-t-elle réellement me coûter une fois le financement pris en compte ?» C'est une distinction essentielle. Lorsque tu achètes quelque chose avec de l'argent que tu n'as pas encore gagné, tu utilises une partie de tes revenus futurs pour financer ton présent. Et plus les dettes s'accumulent, plus une partie de ton revenu peut être déjà promise avant même que tu ne la reçoives. Tu travailles alors non seulement pour financer ta vie actuelle, mais également pour régler les décisions prises auparavant. C'est comme avancer avec une charge supplémentaire. Tu peux continuer à avancer, mais une partie de ton énergie financière sert constamment à porter ce qui se trouve derrière toi. La solution n'est pas de considérer toute dette comme identique ou de croire qu'il suffit de ne plus jamais emprunter. L'idée centrale est beaucoup plus simple. Éviter de transformer systématiquement les envies présentes en obligations financières futures. Lorsque tu réduis les intérêts que tu dois payer, tu libères une partie de ton revenu. Et l'argent que tu ne verses plus en intérêts peut ensuite rester disponible pour d'autres objectifs. C'est ainsi que l'on commence progressivement à changer la direction dans laquelle circule son argent. Au lieu que chaque mois une partie de tes revenus serve à réparer les décisions passées, une plus grande partie peut commencer à financer ton avenir. Les dépenses destinées à impressionner les autres. Une autre fuite financière apparaît lorsque l'on commence à acheter non pas pour répondre à un véritable besoin, mais pour envoyer un message aux autres. Une voiture plus chère que nécessaire. Une maison plus grande que ce dont on a réellement besoin. Des vêtements principalement choisis pour leur marque, alors qu'une alternative moins coûteuse remplirait la même fonction. Le danger ici n'est pas simplement le prix d'un objet, c'est la raison pour laquelle on l'achète. Lorsqu'une dépense sert à impressionner, elle peut facilement dépasser ce que notre situation financière permet réellement. Et le paradoxe est intéressant. On peut dépenser une partie de son argent pour donner l'impression de réussir tout en affaiblissant discrètement sa situation financière. L'apparence de richesse et la solidité financière ne sont pas forcément la même chose. Un objet coûteux peut être visible par tout le monde. L'argent économisé, lui, est beaucoup moins visible.
Personne ne voit automatiquement les décisions financières prudentes que tu prends. Personne ne voit les achats auxquels tu renonces. Personne ne voit l'argent que tu conserves au lieu de le dépenser. Pourtant, ce sont précisément ces choix invisibles qui peuvent créer progressivement une marge financière. Alors, avant une dépense importante, pose-toi une question simple. Est-ce que j'achète cela parce que cela améliore réellement ma vie ou parce que je veux modifier l'image que les autres ont de moi? Cette distinction peut changer complètement une décision. Parce qu'il y a une différence entre utiliser son argent pour améliorer sa vie et utiliser son argent pour prouver quelque chose. Le premier peut correspondre à une priorité. Le second peut devenir une fuite. Et lorsque tu commences à distinguer les deux, ton argent cesse progressivement de suivre les attentes extérieures et commence à suivre tes propres priorités. C'est là que la gestion financière devient beaucoup plus consciente. Tu ne cherches plus simplement à gagner davantage. Tu apprends à donner une direction à ce que tu gagnes déjà. Tu peux te dire que tu achètes certaines choses simplement pour toi. Mais sois honnête avec toi-même. Combien de ces achats sont réellement destinés à ton propre plaisir et combien servent aussi à construire une certaine image aux yeux des autres? C'est une question inconfortable, mais elle mérite d'être posée. Parce qu'il arrive que l'on dépense de l'argent que l'on n'a pas pour acquérir des choses dont on n'a pas réellement besoin, simplement pour provoquer une réaction chez des personnes qui, la plupart du temps, ne prêtent même pas autant d'attention qu'on l'imagine. Et le plus ironique, c'est que cette approbation est souvent extrêmement courte. Imagine une nouvelle voiture garée devant chez toi. Pendant quelques jours, elle attire les regards. Elle paraît différente. Elle donne peut-être l'impression d'un changement important. Puis le temps passe. Elle devient simplement la voiture garée devant la maison. L'attention disparaît. Mais les mensualités, elles, continuent. C'est là que le problème apparaît. Tu peux obtenir quelques instants de reconnaissance sociale grâce à un achat, tout en acceptant plusieurs années de dépenses pour le financer. Et lorsque les paiements sont enfin terminés, l'objet que tu avais acheté pour impressionner peut avoir perdu une grande partie de sa valeur. Pendant ce temps, les personnes dont tu recherchais l'approbation ont probablement déjà cessé d'y penser. Autrement dit, tu peux payer très longtemps pour une impression qui n'a duré que quelques jours. C'est une forme particulièrement subtile de fuite financière. Utiliser ton argent pour entretenir une image. Et cette fuite peut devenir difficile à arrêter parce que le mécanisme s'alimente lui-même. Lorsque tu augmentes ton niveau de consommation pour correspondre à une certaine image, cette nouvelle norme devient rapidement habituelle. Ce qui semblait luxueux hier paraît alors normal aujourd'hui. Et demain, il faut parfois quelque chose d'encore plus impressionnant pour retrouver la même sensation. La comparaison crée donc une escalade. C'est aussi pour cela qu'il faut distinguer deux choses que l'on confond facilement. Avoir l'apparence de la richesse et construire réellement de la richesse. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes objectifs. Chaque somme utilisée pour paraître plus riche est une somme qui ne peut pas, en même temps, être utilisée pour renforcer ta situation financière. Tu ne peux pas demander au même argent de financer simultanément ton apparence et ton accumulation. Certaines personnes choisissent donc de vivre avec moins que ce qu'elles pourraient théoriquement dépenser. Elles conduisent une voiture raisonnable. Elles évitent d'augmenter constamment leur niveau de vie. Elles ne ressentent pas nécessairement le besoin de montrer tout ce qu'elles possèdent. Pendant ce temps, d'autres peuvent donner une image beaucoup plus luxueuse, alors que leur situation financière est beaucoup moins solide. Le problème n'est donc pas le luxe en lui-même. Le véritable problème apparaît lorsque tu dépenses pour être perçu d'une certaine manière. Avant une grosse dépense, pose-toi simplement cette question. Si personne ne pouvait voir cet achat, est-ce que je le voudrais toujours? Si la réponse est oui, tu sais déjà quelque chose d'important. Tu achètes probablement pour toi. Mais si ton envie disparaît dès que tu retires le regard des autres de l'équation, il vaut peut-être la peine de réfléchir davantage. Tu pourrais découvrir que tu consacrais beaucoup plus d'argent à obtenir de l'approbation que tu ne le pensais. Et surtout, tu pourrais découvrir que cette approbation te manquera beaucoup moins que tu ne l'imaginais.
4. Les abonnements et prélèvements que tu ne regardes plus. Certaines fuites financières sont visibles, d'autres sont presque silencieuses. Les abonnements et les paiements récurrents appartiennent à cette deuxième catégorie. Quelques euros ou quelques dizaines d'euros quittent automatiquement ton compte chaque mois. Tu n'as rien à faire. Tu n'as même pas besoin de prendre une décision. Et c'est précisément ce qui rend ces dépenses dangereuses. Lorsqu'une dépense exige que tu sortes ton portefeuille au moment de l'achat, tu as encore une possibilité de t'arrêter. Tu peux réfléchir. Tu peux changer d'avis. Tu peux te demander si cette dépense en vaut réellement la peine. Avec un prélèvement automatique, cette étape disparaît. Une fois le système configuré, l'argent continue de partir même lorsque ton intérêt pour le service a disparu. Tu peux avoir souscrit à quelque chose à un moment où cela semblait utile, intéressant ou pratique. Puis tes habitudes changent. Tu n'utilises presque plus le service. Tu oublies même parfois qu'il existe. Mais le prélèvement, lui, n'oublie rien. Il continue. Et c'est là qu'une petite dépense mensuelle peut devenir une fuite durable. Le vrai problème n'est donc pas uniquement le montant. C'est l'absence de vérification. Tu peux avoir plusieurs paiements récurrents dont tu ne te souviens même plus clairement. Et lorsque tu les additionnes, tu peux découvrir qu'une somme non négligeable quitte ton compte chaque mois sans véritable décision consciente. C'est de l'argent qui fonctionne en pilote automatique. Or, le pilote automatique est pratique pour certaines choses, mais en matière d'argent, il peut aussi devenir extrêmement coûteux lorsqu'on ne vérifie plus ce qu'il fait. Alors, prends le temps de passer en revue chaque prélèvement récurrent, un par un. Pas seulement les plus importants. Tous et pose 2 questions. Est-ce que j'utilise réellement ce service? Puis, est-ce qu'il mérite encore l'argent que je lui consacre? Si la réponse est clairement non, tu as probablement identifié une fuite. Et si tu hésites depuis longtemps sans trouver de véritable raison de conserver cette dépense, c'est également un signal à prendre au sérieux. L'objectif n'est pas de supprimer tout ce qui apporte du confort. L'objectif est de faire en sorte que chaque paiement récurrent corresponde encore à une décision que tu assumes. Parce qu'un abonnement que tu utilises réellement est une dépense choisie. Un abonnement oublié est simplement une fuite. Et lorsqu'une fuite est arrêtée, l'argent récupéré n'a pas besoin d'être gagné une deuxième fois. Il était déjà à toi. Tu devais simplement remarquer qu'il partait. 5. Confondre ce qui construit la richesse avec ce qui la consomme. Une autre erreur peut coûter beaucoup plus cher sur le long terme. Ne pas distinguer clairement les choses qui renforcent tes finances de celles qui les affaiblissent. Une distinction simple permet pourtant de commencer à y voir plus clair. Un actif est généralement quelque chose qui peut contribuer à faire entrer de l'argent ou à produire de la valeur financière. Une charge, à l'inverse, demande régulièrement de l'argent pour être conservée ou utilisée. Le problème survient lorsque l'on considère certains achats coûteux comme des signes de richesse, simplement parce qu'ils sont chers. Prenons une voiture haut de gamme. Elle peut être agréable, confortable et représenter un achat que tu assumes parfaitement. Mais si elle perd de la valeur et nécessite continuellement de l'argent pour l'assurance, le carburant ou l'entretien, elle ne fonctionne pas financièrement comme un actif productif. Elle consomme des ressources. Et c'est cette différence qu'il faut apprendre à regarder. La question n'est donc plus seulement « combien coûte cette chose ?» Elle devient « qu'est-ce que cette chose va faire à mes finances après l'achat ?» Est-ce qu'elle peut produire quelque chose? Est-ce qu'elle peut contribuer à générer des revenus ou de la valeur dans le temps? Ou bien va-t-elle continuer à nécessiter de l'argent après son acquisition? Cette façon de réfléchir peut changer profondément la manière dont tu utilises ton argent. Lorsque tu disposes d'un surplus, tu peux choisir de l'orienter vers des choses susceptibles de produire davantage de valeur. Avec le temps, ces choix peuvent contribuer à construire une base financière plus solide. À l'inverse, si chaque surplus est immédiatement transformé en nouvelles dépenses qui exigent encore davantage d'argent, ton niveau de consommation peut augmenter sans que ta situation financière se renforce réellement. 2 personnes peuvent donc avoir des revenus similaires et évoluer dans des directions complètement différentes.
La différence ne se trouve pas toujours dans ce qu'elles gagnent. Elle peut se trouver dans ce qu'elles font de leur argent une fois qu'elles l'ont gagné. Cela ne signifie pas qu'il faut transformer chaque achat en investissement. Tu peux parfaitement acheter quelque chose simplement parce que tu l'apprécies. Le plus important est de savoir ce que tu es en train de faire. Ne confonds pas une dépense de plaisir avec une construction de patrimoine. Les deux peuvent avoir leur place, mais elles ne jouent pas le même rôle. Avant un achat important, demande-toi, est-ce que cette décision va plutôt renforcer mes finances ou les affaiblir? Cette seule question peut t'obliger à regarder ton argent sous un angle complètement différent, parce que la construction financière ne dépend pas uniquement de la quantité d'argent que tu gagnes, elle dépend aussi de la direction dans laquelle tu l'envoies. L'H6, l'argent sans destination finit par trouver une sortie. Il existe enfin une fuite encore plus fondamentale, recevoir de l'argent sans lui avoir donné de rôle précis. L'argent arrive, puis il est utilisé au fil des besoins, des envies et des occasions qui se présentent. Aucun objectif clair, aucune priorité définie, aucune véritable destination. Et lorsque l'argent n'a pas de direction, il finit généralement par suivre ce qui est le plus facile et le plus immédiat. Imagine une rivière sans canal. Elle ne demande pas où elle doit aller, elle suit simplement la pente. L'argent peut fonctionner de la même manière lorsqu'il n'existe aucun plan. Il va vers la dépense la plus pratique, vers l'achat qui se présente, vers le confort du moment, vers ce qui attire immédiatement l'attention, pas nécessairement vers ce qui compte réellement pour toi. C'est pourquoi avoir un budget ne signifie pas forcément se priver. Un plan financier sert surtout à donner une mission à ton argent avant qu'il ne soit sollicité par toutes les possibilités de consommation. Lorsque tu décides à l'avance quelle partie servira aux dépenses courantes, quelle partie sera conservée et quelle partie sera destinée à tes objectifs, tu réduis considérablement les décisions improvisées. Sans plan, chaque nouvelle envie doit se battre directement contre tes objectifs. Avec un plan, tes priorités ont déjà été définies. C'est une différence énorme. Parce que l'argent sans destination finit souvent par être utilisé selon les circonstances du moment. Et les circonstances du moment changent constamment. Aujourd'hui, tu peux avoir envie d'une chose, demain d'une autre. La semaine prochaine, une nouvelle dépense apparaîtra. Si ton argent n'a aucune mission, chaque nouvelle tentation peut devenir son nouveau propriétaire. À la fin du mois, tu peux alors avoir l'impression d'avoir beaucoup dépensé sans savoir précisément ce qui a réellement changé dans ta vie. C'est l'un des signes les plus importants à surveiller. Lorsque ton argent arrive, est-ce qu'il sait déjà où aller? Ou est-ce qu'il attend simplement de découvrir ce que le mois lui réservera? La différence entre les deux peut sembler minime. En réalité, elle change complètement la manière dont tu contrôles tes finances. Ton argent doit recevoir des instructions avant que les distractions ne commencent à lui en donner. Donne-lui une destination, donne-lui une priorité, donne-lui un rôle. Parce que si tu ne décides pas consciemment de ce que ton argent doit accomplir, les dépenses du quotidien prendront naturellement cette décision à ta place. À la fin du mois, il ne reste parfois plus rien. Et lorsqu'on demande où l'argent est parti, la réponse est floue. Pas parce qu'il y a eu une dépense exceptionnelle, mais parce qu'aucune véritable direction n'avait été définie au départ. C'est exactement ce qu'un plan financier permet d'éviter. Un plan n'a pas besoin d'être compliqué. Il consiste simplement à décider à l'avance du rôle que l'on veut donner à son argent. Une partie pour les dépenses nécessaires, une partie pour l'épargne, une partie pour les plaisirs, une partie pour les objectifs futurs. Le principe est simple. Chaque somme reçue doit avoir une destination avant que les sollicitations du quotidien ne commencent. Lorsqu'un montant est déjà affecté à une priorité, il est beaucoup plus difficile de le dépenser accidentellement ailleurs. Imagine encore une fois une rivière. Sans canal, elle se disperse. Avec un canal, elle avance dans une direction précise. Ton argent fonctionne de la même manière. Sans cadre, il suit les opportunités et les envies du moment. Avec un cadre, il peut servir exactement les objectifs que tu as choisis. C'est également ce qui distingue souvent une gestion financière consciente d'une gestion basée uniquement sur les sensations.
Certaines personnes savent combien elles gagnent, mais connaissent très mal le chemin que prend leur argent ensuite. Elles regardent le solde de leur compte et décident en fonction de ce qu'elles voient aujourd'hui. S'il reste suffisamment d'argent, elles dépensent. S'il en reste moins, elles ralentissent. Mais dans les deux cas, la décision dépend du moment. Une stratégie financière ne peut pas reposer uniquement sur ce que l'on ressent à la fin du mois. Il faut savoir ce que l'on veut faire de son argent avant qu'il ne soit disponible. Cela ne demande pas forcément un système compliqué. Cela demande surtout de la constance. Décide à l'avance. Répartis ton argent selon tes priorités. Puis respecte cette répartition, même lorsqu'une nouvelle envie apparaît. Parce qu'un plan n'est utile que lorsqu'il continue d'exister au moment où la tentation arrive. Une somme qui reste dans la direction que tu lui as donnée peut progressivement servir à construire quelque chose. Une somme sans destination risque simplement de disparaître dans le quotidien. Parfois, une seule décision prise sérieusement peut modifier la manière dont tu gères tout ton revenu. 7. Payer plus simplement parce que tu n'as pas pris le temps de chercher. Une autre fuite financière est étonnamment banale. Accepter immédiatement le premier prix que l'on te présente. Tu vois un produit, tu vois un tarif, tu payes. Pas de comparaison, pas de questions, pas de recherche, pas même quelques minutes pour vérifier si une autre possibilité existe. Pris individuellement, cela semble anodin. Mais lorsqu'un comportement se répète pendant des années, la différence peut devenir importante. Dans de nombreux cas, le premier prix n'est pas nécessairement le seul prix disponible. Et découvrir une meilleure option demande parfois simplement un peu d'attention. Il ne s'agit évidemment pas de passer des heures à chercher comment économiser une somme minuscule. Ton temps possède lui aussi une valeur. Le but est plutôt de comprendre où ton effort peut réellement produire une économie significative. Plus une dépense est importante, plus il devient logique de prendre le temps de l'examiner. C'est particulièrement vrai pour les achats qui ont un impact durable. Une voiture, un logement, une assurance, ou encore certaines dépenses importantes qui reviennent régulièrement. Sur ce type de décision, quelques recherches supplémentaires, quelques comparaisons ou une simple question peuvent parfois faire une différence bien plus importante qu'une multitude de petites économies quotidiennes. Et pourtant, beaucoup de personnes font exactement l'inverse. Elles réfléchissent longuement à une petite dépense, mais prennent une décision extrêmement rapide lorsqu'il s'agit d'une somme beaucoup plus importante. C'est là qu'il faut inverser la logique. Ne gaspille pas ton énergie à optimiser chaque détail insignifiant. Concentre ton attention là où les montants sont réellement importants. Avant un achat conséquent, prends l'habitude de demander « Existe-t-il une meilleure option ?» Puis « Est-ce réellement le meilleur prix que je puisse obtenir ?» Et enfin, qu'est-ce que je risque de payer simplement parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier? Ces questions ne garantissent pas toujours une économie. Mais elles créent quelque chose de beaucoup plus important, une habitude de décision. Tu ne subis plus automatiquement le prix qui se présente. Tu examines, tu compares, tu négocies lorsque cela a du sens. Tu prends quelques instants pour comprendre avant de sortir ton argent. C'est une compétence qui devient particulièrement précieuse lorsque les achats deviennent importants. Chaque grosse dépense est aussi une occasion de conserver une partie de ton argent au lieu de la laisser partir inutilement. 8. Ne jamais apprendre comment fonctionne l'argent. Il existe une autre fuite beaucoup plus profonde. Elle ne se trouve pas directement dans ton portefeuille. Elle se trouve dans ce que tu ne sais pas. Tu peux consacrer des années à gagner de l'argent sans jamais consacrer sérieusement du temps à comprendre comment l'argent fonctionne. Et cette ignorance peut coûter cher. Parce que l'argent fait partie de la vie quotidienne. Tu en gagnes, tu en dépenses, tu en épargnes éventuellement. Tu prends des décisions liées au crédit, aux achats, à l'épargne ou aux investissements. Pourtant, beaucoup de personnes abordent toutes ces décisions sans avoir réellement étudié les principes fondamentaux qui les sous-tendent. Imagine consacrer une grande partie de ta vie à utiliser un outil sans jamais apprendre correctement comment il fonctionne. Tu pourrais l'utiliser,
Mais tu serais probablement beaucoup moins efficace que quelqu'un qui a pris le temps de comprendre ces mécanismes. L'argent mérite la même attention. Il ne s'agit pas nécessairement de devenir expert en finance. Il s'agit de devenir suffisamment compétent pour comprendre les décisions que tu prends. Comprendre la différence entre un actif et une dépense. Comprendre le fonctionnement des intérêts. Comprendre pourquoi l'épargne compte. Comprendre comment certaines décisions peuvent favoriser ou ralentir l'accumulation financière. Comprendre surtout les conséquences de tes choix au-delà du moment où tu les prends. Ce savoir change progressivement la manière dont tu regardes ton argent. Une personne qui ne comprend pas les mécanismes financiers peut répéter les mêmes erreurs pendant longtemps, sans même identifier leur origine. Elle peut croire que son problème vient uniquement de son revenu, ou de la malchance, ou de circonstances extérieures, alors qu'une partie du problème peut simplement venir d'un manque de connaissances. La bonne nouvelle, c'est que la connaissance financière peut s'acquérir. Tu peux commencer par étudier les principes fondamentaux, lire, comparer les idées, observer les stratégies de personnes qui ont construit leur situation financière avec discipline, chercher à comprendre plutôt qu'à simplement imiter. L'objectif n'est pas d'accumuler des informations pour pouvoir parler de finances. L'objectif est de prendre de meilleures décisions. Et une meilleure décision financière peut continuer à produire ses effets longtemps après le temps consacré à l'apprentissage. C'est l'une des rares formes d'investissement où le premier bénéfice est directement lié à ta capacité à mieux réfléchir. Plus tu comprends les mécanismes, plus tu peux identifier les erreurs avant qu'elles ne deviennent coûteuses. Et contrairement à un objet matériel, la connaissance que tu acquiers reste avec toi. 9. Dépenser immédiatement tout ce qui arrive. Voici une autre fuite extrêmement fréquente. Ne jamais laisser l'argent rester assez longtemps entre tes mains pour qu'il puisse devenir autre chose. Le revenu arrive. Et presque immédiatement, il est absorbé. Les dépenses sont déjà là. Les envies sont déjà là. Les engagements sont déjà là. Avant même que tu aies réellement pris possession de ton argent, une grande partie a déjà une destination. Le problème n'est pas simplement de dépenser. Le problème est de ne jamais créer l'espace nécessaire pour conserver une partie de ce que tu gagnes. Parce qu'une somme qui est dépensée immédiatement ne peut plus être utilisée pour construire quoi que ce soit d'autre. Elle est terminée. Elle a servi à financer le présent. À l'inverse, une somme conservée peut devenir une réserve, un capital ou une base pour un objectif futur. C'est pourquoi l'épargne ne devrait pas toujours être ce qui reste à la fin. Si tu attends la fin du mois pour voir ce qu'il reste, tu risques de découvrir que toutes les dépenses ont déjà trouvé une justification. Il existe une autre approche. Décider d'abord de la part que tu veux conserver, puis organiser tes dépenses autour de ce choix. La différence peut sembler minime, mais psychologiquement, elle est considérable. Dans le premier système, revenus, dépenses, éventuelle épargne. Dans le second, revenus par mise de côté, dépenses organisées avec le reste. Tu ne demandes plus à ton compte bancaire de te dire combien tu peux épargner. Tu décides toi-même de ce que tu veux préserver. Et cette décision crée une séparation entre ton argent destiné au présent et celui destiné à l'avenir. Le principe n'exige pas forcément un revenu exceptionnel. Il demande surtout de donner une priorité à l'épargne avant que l'argent ne soit absorbé par les dépenses courantes. Parce que si chaque somme reçue est immédiatement consommée, rien ne peut s'accumuler. Aucune réserve ne se forme, aucun capital ne se construit, et aucun argent ne reste suffisamment longtemps disponible pour avoir la possibilité de produire davantage. L'habitude de conserver une partie de ce que l'on reçoit constitue donc une frontière importante. Elle marque le passage entre gagner de l'argent et commencer réellement à construire quelque chose avec l'argent gagné. Et plus tôt tu crées cette séparation, plus il devient facile de considérer l'épargne non pas comme ce qui reste après avoir vécu, mais comme une priorité qui doit être protégée dès le départ. Il existe une différence fondamentale entre deux façons de gérer le même revenu. La première consiste à dépenser d'abord et à espérer qu'il restera quelque chose à la fin. La seconde consiste à mettre une partie de l'argent de côté immédiatement, puis à organiser sa vie avec ce qui reste.
Ces deux méthodes peuvent partir exactement du même revenu. Pourtant, elles peuvent conduire à des résultats complètement différents. Pourquoi? Parce qu'il y a presque toujours une dépense supplémentaire qui peut apparaître. Quand tu attends la fin du mois pour épargner, tu demandes à ton argent de survivre à toutes les tentations avant d'avoir le droit d'être conservé, et il y aura toujours une raison de dépenser. Une envie, une amélioration du quotidien, un achat pratique, une occasion, une récompense, puis une autre. L'épargne devient alors ce qui doit survivre après toutes les dépenses, et très souvent, elle ne survit pas. À l'inverse, lorsque tu mets une partie de ton revenu de côté dès le départ, tu modifies complètement le fonctionnement du système. Tu ne demandes plus « combien me reste-t-il à épargner ?» Tu décides « quelle partie de ce que je viens de recevoir est destinée à mon avenir ?» Puis tu construis tes dépenses autour du reste. C'est une différence d'ordre, mais cet ordre peut avoir des conséquences importantes. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui gagnait correctement sa vie, mais qui n'arrivait jamais à accumuler. Chaque augmentation de revenus était rapidement suivie d'une augmentation de son train de vie. Lorsqu'une somme supplémentaire arrivait, elle trouvait rapidement une utilisation. Il gagnait davantage, mais son épargne ne progressait pas. Pendant des années, il se répétait qu'il commencerait à mettre de l'argent de côté lorsqu'il gagnerait encore un peu plus. Mais lorsque le revenu augmentait, les dépenses augmentaient elles aussi. Le seuil qui l'attendait se déplaçait constamment. Il pensait que le problème venait du montant de son revenu. En réalité, le problème se trouvait dans la règle qu'il appliquait à son argent. Un jour, il a changé cette règle. Au lieu d'attendre ce qui resterait, il a décidé de conserver une petite partie de son revenu dès qu'il le recevait. Pas après les factures, pas après les achats, pas à la fin du mois. Avant tout cela. Et il a découvert quelque chose de très simple. Son mode de vie s'est adapté à la somme restante, comme il s'était toujours adapté à la somme disponible auparavant. La différence, cette fois, était qu'une partie de son argent avait enfin cessé d'être disponible pour les dépenses courantes. Elle pouvait donc commencer à s'accumuler. La véritable leçon n'était pas nécessairement le montant mis de côté, c'était l'ordre des décisions. Pendant des années, revenus, dépenses, rien ou presque à épargner. Puis, revenus, épargne, dépenses avec le reste. Le revenu n'avait pas besoin de changer radicalement. La méthode, elle, avait changé. Et cela suffisait à créer une nouvelle dynamique. C'est ce que signifie souvent l'expression « se payer en premier ». Avant que toutes les dépenses réclament leur part, tu détermines la part que tu veux préserver pour ton avenir. Puis tu considères cette somme comme une priorité et non comme un éventuel surplus. Ce qui reste devient ton budget de vie. Ce changement peut paraître presque trop simple. Pourtant, il modifie complètement la question. Tu ne cherches plus à savoir ce que tu peux dépenser. Tu définis d'abord ce que tu veux conserver. Et cette somme conservée a ensuite la possibilité de devenir quelque chose de plus grand. Parce que l'argent que tu n'épargnes qu'en dernier finit souvent par ne jamais exister. 10. Croire que l'argent continuera toujours à arriver. La dernière fuite est peut-être l'une des plus dangereuses parce qu'elle repose sur une illusion très confortable. Je pourrai toujours gagner plus tard. Cette pensée peut sembler rassurante. Il y aura le prochain salaire, le prochain mois, la prochaine opportunité, la prochaine augmentation. Et parce que l'on imagine que le flux continuera, on devient moins attentif à la manière dont on utilise l'argent aujourd'hui. Mais un revenu n'est pas nécessairement éternel. Il peut changer. Une situation professionnelle peut évoluer. Les circonstances peuvent être différentes. Et surtout, les années pendant lesquelles on peut gagner et accumuler de manière importante ne sont pas infinies. Le problème, c'est que lorsque l'argent entre régulièrement, cette limite est difficile à ressentir. Le flux semble normal, presque garanti. On finit alors par organiser son niveau de vie comme si le revenu actuel allait continuer indéfiniment. Et lorsque le flux ralentit ou s'arrête, on découvre que certaines décisions prises auparavant dépendaient entièrement de sa continuité. C'est pourquoi il faut considérer les périodes où les revenus sont plus élevés comme des périodes à utiliser intelligemment. Pas nécessairement pour tout dépenser parce que l'on peut se le permettre aujourd'hui,
mais aussi pour construire ce qui pourra soutenir les périodes où les revenus seront différents. Imagine une récolte. Lorsque la récolte est abondante, il est facile de penser que la nourriture sera toujours disponible. Mais une personne prévoyante comprend qu'une période d'abondance peut aussi être l'occasion de préparer la suite. Elle ne considère pas seulement ce qu'elle peut consommer aujourd'hui. Elle pense également à ce qu'elle peut conserver. La logique financière est similaire. Lorsque les revenus sont confortables, tu as une possibilité que tu n'auras peut-être pas toujours de la même manière. Mettre une partie de cette capacité financière au service de ton avenir. Ce n'est pas nécessairement une question de peur. C'est une question de préparation. Les années où tes revenus sont les plus favorables peuvent servir à créer une base pour les années où ils le seront moins. Et ce qui rend cette erreur particulièrement trompeuse, c'est que la personne qui dépense tout pendant une période favorable ne se sent pas forcément en difficulté. Au contraire, elle peut avoir l'impression que tout va bien. L'argent entre, les dépenses sont payées, le niveau de vie est confortable, rien ne semble urgent. Mais l'absence d'urgence aujourd'hui ne signifie pas l'absence de besoin de préparation pour demain. Si tout le revenu actuel est consommé au fur et à mesure qu'il arrive, aucune partie de cette période favorable ne sert à préparer la suite. C'est comme consommer toute une récolte sans jamais mettre une partie de côté. Le jour où la récolte diminue, il ne reste plus de réserve. La leçon est donc simple. Ne considère jamais une période de revenus favorable comme une garantie permanente. Utilise-la aussi pour renforcer ta position. Conserve une partie de ce que tu gagnes. Construis progressivement une marge. Donne à ton argent une fonction qui dépasse le présent. Parce qu'un revenu qui entre aujourd'hui peut financer bien plus que les dépenses d'aujourd'hui. Il peut aussi contribuer à créer davantage de choix pour demain. Les 10 fuites à retenir. Voilà maintenant l'essentiel. Ces 10 fuites ne ressemblent pas forcément à des catastrophes financières. Et c'est précisément ce qui les rend difficiles à identifier. Ce sont souvent de petites habitudes répétées, une dépense automatique, des intérêts payés inutilement, un achat destiné à impressionner, un abonnement oublié, une dépense que l'on prend pour un actif, de l'argent sans destination, un prix accepté sans comparaison, un manque de connaissances financières, le fait de dépenser avant d'épargner. Et enfin, la conviction que les revenus continueront toujours à arriver. Aucune de ces habitudes ne semble forcément capable de détruire une situation financière à elle seule, mais leur accumulation peut produire un résultat très différent. Imagine que ton revenu soit de l'eau versée dans un récipient. Pendant des années, tu peux augmenter la quantité d'eau qui entre, chercher un meilleur salaire, travailler davantage, trouver de nouvelles sources de revenus. Mais si le récipient possède plusieurs fuites, une grande partie de cette eau disparaîtra toujours. Le réflexe naturel consiste alors à chercher davantage d'eau. Mais il existe une autre question, beaucoup plus importante. Où est-ce que l'eau s'échappe? C'est cette question que beaucoup de personnes ne prennent jamais le temps de poser. Elles se concentrent uniquement sur le revenu. Pourtant, augmenter le revenu ne suffit pas automatiquement à créer une accumulation. Si les dépenses augmentent au même rythme, la différence peut rester faible. C'est pourquoi améliorer sa situation financière ne signifie pas uniquement chercher à gagner plus. Cela signifie aussi apprendre à conserver une plus grande partie de ce que l'on gagne. Et pour cela, il faut identifier les fuites, pas toutes en même temps. Commence par les plus importantes. Choisis 3 habitudes qui te coûtent réellement de l'argent, pas 10. 3. Puis concentre-toi dessus pendant les prochaines semaines. Supprime ce qui peut l'être, réduis ce qui peut être réduit, réorganise ce qui doit l'être, et surtout, observe le résultat. Tu pourrais découvrir quelque chose de très important. Une amélioration financière n'exige pas toujours un nouveau revenu. Parfois, elle commence par récupérer l'argent qui disparaissait déjà. C'est là que la prise de conscience devient concrète. Tu vois que ton problème n'était peut-être pas uniquement la quantité d'argent qui entrait. Une partie du problème venait aussi de ce qui sortait sans véritable réflexion. Et lorsqu'une somme cesse de fuir, elle reste disponible. Lorsqu'elle reste disponible, elle peut être conservée. Lorsqu'elle est conservée, elle peut progressivement devenir une base plus solide.
Et cette base peut ensuite donner davantage de possibilités. C'est ainsi qu'une petite modification peut devenir importante avec le temps. Pas parce qu'un événement spectaculaire est soudainement apparu, mais parce qu'une fuite quotidienne a été arrêtée. Alors ne cherche pas nécessairement à transformer toute ta vie financière en une seule journée. Commence plus simplement. Regarde où part ton argent. Identifie les habitudes qui n'apportent plus suffisamment de valeur. Donne une mission à tes revenus. Épargne avant de dépenser ce qui doit être conservé. Apprends ce que tu ne comprends pas encore. Et surtout, cesse de considérer ton revenu comme quelque chose qui doit automatiquement disparaître. Ton argent mérite une direction. Chaque somme que tu conserves est une somme qui reste disponible pour ton avenir. Chaque fuite que tu fermes augmente la quantité de ressources dont tu disposes réellement. Et avec le temps, cette différence peut devenir considérable. La personne qui gagne beaucoup mais laisse tout repartir peut rester prisonnière du même cycle. La personne qui apprend à conserver, organiser et orienter une partie de ce qu'elle gagne commence à construire une marge. Et cette marge représente quelque chose de précieux, des choix. Le véritable objectif n'est donc pas simplement de regarder son compte augmenter. C'est de construire progressivement une situation dans laquelle ton argent ne disparaît plus entièrement dès qu'il arrive. Une partie reste, une partie se construit, une partie prépare l'avenir. Et petit à petit, tu passes d'une situation où tu cours constamment après davantage de revenus à une situation où tu commences enfin à contrôler ce que tu fais de ceux que tu possèdes déjà. Commence par fermer les fuites, puis observe ce qui reste. Parce que parfois, la première étape vers une situation financière complètement différente n'est pas de faire entrer davantage d'argent. C'est simplement d'arrêter de laisser partir celui que tu as déjà.